Ok, bonjour, bienvenue à tous. Donc, on attaque la partie sur les modèles supervisés dans ce cours de ACT 6100, donc de sciences de données pour l'assurance. Je vais directement basculer sur mes transparences, ce sera aussi simple. Donc, on va commencer à parler un petit peu de ces modèles supervisés et voir un petit peu différents concepts qui tournent autour de ces problèmes, donc qui vont nous rapprocher de ce qu'on faisait euh, auparavant dans le cours de modèles linéaires appliqués. Okay. Donc, on va commencer à aborder cette idée de superviser. Donc, on avait vu les modèles non supervisés avec l'ACP, l'ACM, la recherche de clusters. Là, on est dans cette problématique d'expliquer une variable Y. Donc, il y aurait une variable d'intérêt qu'on va toujours appeler Y, et on aura des variables explicatives, et on va essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on faisait dans les modèles linéaires. Donc, si j'essaie de formaliser un petit peu tout ça, donc un, j'ai une variable qui va m'intéresser, donc ça va être cette variable, cette notion Y, donc ça va être l'output du modèle, ça va être ce que va nous ressortir le modèle, donc qui est dans un certain espace, un grand Y étant, dans les problèmes de régression, ça va être des grandeurs réelles. Dans un problème de classification, ce sera, alors, on verra, ça pourrait être un 0,1 ou moins un 1 suivant le type de modèle qu'on regardera. Ça peut être multiclasse, donc on peut avoir des classes A, B, C, D. D'accord. Donc on va essayer d'arriver dans cet espace-là. Et l'espace de départ, c'est l'espace de mes inputs, okay, donc ce qui est toujours ce que j'appelais X. Okay. Et donc le modèle va tout simplement correspondre à un mapping entre l'espace des inputs et l'espace des outputs. Okay. Donc je vais avoir une certaine fonction Y égale un f de X qui va me permettre de partir de ces données de départ pour arriver dans l'espace d'arrivée. Donc, on peut penser au prix des maisons. Le prix des maisons en X, il va dépendre de toutes sortes de variables. Okay. Des variables que j'ai potentiellement observées, des variables que je pourrais ne pas observer, toutes sortes de choses. D'accord. Donc, j'ai beaucoup de choses qui interviennent dans ce grand X, d'accord, potentiellement. Donc, on va supposer qu'on a des données. À partir de ces données, on va construire un modèle. Donc, j'ai une espèce de modèle théorique sous-jacent F, okay, que je ne connais pas, que je ne pourrais jamais connaître. Alors, on évoquera l'idée à un moment qu'on pourrait... qu'est-ce qui se passerait si jamais il existait, okay. Mais nous, on va surtout s'intéresser à la construction d'un estimateur. Donc, on va avoir cet estimateur F chapeau. Donc, je parle en tant que statisticien. Donc, je parlerai d'estimateur, mais on verra que... éventuellement, je pourrais aussi le noter F étoile, ce sera une fonction qui va résulter d'un problème d'optimisation. Okay. Donc j'ai ce modèle que j'ai construit, d'accord, c'est ce que je raconte un petit peu en dessous, qui va me donner un certain Y chapeau. Okay. Donc si jamais je reprends ce que j'ai dit un petit peu oralement, j'ai des données. Donc ça va être des rondes N, okay. Donc j'ai N observations, à la fois de mes inputs et de mes outputs. Donc on est sur un problème supervisé avec des données, avec des labels qui sont connus, par exemple en classification. D'accord. Et je suppose qu'il existe un modèle stochastique quand même, un modèle probabiliste. Donc je suppose quand même que les observations sont encore des réalisations de variables aléatoires. Okay, donc ça me permettra de parler d'estimateurs, ça me permettra de trouver des probabilités d'être proche du vrai modèle, ce genre de choses. Okay, donc je suppose là encore que donc à partir du moment où je suppose que mes observations sont des réalisations de variables aléatoires, mes données sont elles-mêmes vues comme étant des réalisations de variables aléatoires. Donc des rondes, c'est la réalisation d'un échantillon aléatoire. Okay. Donc on revient dans les notations classiques un peu de stats et de modèles linéaires. Okay. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va construire donc ce que je vais appeler un modèle. Donc ça va être mon F chapeau. Donc mon F chapeau, en fait, ça va être une certaine fonction qui est conditionnée par mes données. D'accord. Donc repenser au cours de modèles linéaires, mais je vais revenir juste dans la slide juste après dessus. Je construis j'ai un modèle paramétrique et je construis mon paramètre comme étant une fonction de mes variables explicatives, comme on fait classiquement en stats en fait. Mes estimateurs sont des statistiques de mes données. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai construit un modèle, je peux faire une prévision. D'accord. Donc, la prévision, ça va être, si jamais vous me donnez un nouvel X, donc j'ai un petit X qui est donné, le Y chapeau, petit Y chapeau, ce sera la prévision théorique que j'ai avec un modèle qui a été construit à partir de mon estimateur. Donc, c'est mon F chapeau, donc je peux le noter comme étant une fonction de mes données. D'accord. Donc ça va me donner ce petit Y chapeau. Et comme on faisait, en fait, comme on fait en statistique mathématique, mais comme on faisait aussi dans le cours de modèle linéaire,
je peux voir cette prévision comme étant une réalisation de variables aléatoires. Donc, tout simplement en disant, derrière cet échantillon unique que j'ai, se cache un échantillon aléatoire et se cache des collections de variables aléatoires. Donc là encore, je vais pouvoir faire de la statistique, je vais pouvoir essayer de deviner la variance de mon estimateur, enfin de calculer plutôt, la variance de mon estimateur. Okay. Donc, on est vraiment sur juste une espèce de vision un peu plus générale de ce qu'on faisait dans les modèles linéaires appliqués, mais c'est exactement la même chose. Okay. Je construis un modèle et je construis des prévisions, et on va essayer de discuter de tout ça. Et pourquoi c'est important? Essentiellement parce que les modèles qu'on va construire sont plus compliqués. Okay, on va quitter les modèles linéaires appliqués qui étaient finalement des modèles assez simples. Okay, et on va construire des boîtes noires. Potentiellement, certains modèles sont vraiment des boîtes noires, dans le sens où je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est trop compliqué. Okay, donc en fait, comment est-ce que je fais pour savoir si un modèle est bon? En fait, je ne vais pas m'amuser à ouvrir les boîtes et à regarder ce qu'il y a dedans. Je vais me concentrer uniquement sur la toute fin. C'est-à-dire que je vais regarder ce qu'il y a ici. Je vais comparer les outputs entre ce que j'ai réellement eu de mes données et ce que va me prédire mon modèle. Et donc, je vais mesurer une distance entre les prévisions. Et c'est ça qui me permet de voir si mon modèle est bon ou pas. Okay, donc, je ne vais pas regarder le modèle de manière intrinsèque, je ne vais pas regarder ce qu'il fait. Okay, ce que je vais plutôt me demander, c'est est-ce qu'il se comporte bien sur mes prévisions? Si jamais il se comporte bien sur mes prévisions, c'est qu'il doit être bon. D'accord. Donc, toute l'idée va construire autour de l'étude entre les observations et les prévisions, okay, ce qui va me permettre de juger de la qualité de mon modèle. Donc, si je reviens sur des choses qu'on a déjà vues, ce qu'on va essayer de regarder, c'est ce qu'on a déjà regardé, en tout cas, c'est le cas où j'ai un modèle linéaire. Okay, donc, je suppose que ce que j'ai observé, c'était une combinaison linéaire de mes x, et éventuellement, je n'ai pas toute l'information dans mes x, donc il peut rester une composante aléatoire, quelque chose que je n'arrive pas à capturer avec les informations dont je dispose, donc éventuellement j'ai ce petit epsilon en plus. Okay, donc ça c'est le modèle sous-jacent, mais qui, comme dans le modèle linéaire, si vous voulez, il est inatteignable. Donc je ne peux pas, je pourrais jamais l'avoir, mais je vais faire comme s'il existait pour pouvoir essayer de deviner si jamais je peux avoir des propriétés intéressantes. Okay, donc c'est vraiment comme dans le cours de modèle linéaire. On va supposer qu'on a un modèle de cette forme-là, on construit un estimateur, et là, on a des propriétés mathématiques qui nous disent qu'on va converger vers cette vraie valeur si jamais le modèle sous-jacent est bon et il est vraiment de cette forme-là, et ce genre de choses. Okay, donc, mon modèle va s'écrire de manière très simple, c'est juste cette combinaison linéaire des variables explicatives. Et à partir de mes données, je vais construire mon estimateur. D'accord? Et de la même manière qu'on essayait de juger la pertinence comment juger la pertinence d'un modèle dans les modèles linéaires, on regardait les résidus. Okay, donc, on regardait la différence qui pouvait exister entre les YI que j'avais réellement observés et les YI chapeau que mon modèle me prédisait. Okay, la différence entre les deux, c'était tout simplement mon epsilon I chapeau. Okay, et donc, toute une grande partie de la discussion qu'on avait dans le cours de modèle linéaire, c'était qu'est-ce que je peux dire sur ces résidus? Est-ce que ces résidus sont suffisamment petits pour que j'ai confiance dans mon modèle? Voilà. Donc, on va avoir le même type de raisonnement. Donc, la seule chose, c'est qu'on va essayer de généraliser peut-être quelque part l'erreur qui va être commise. Donc, on avait commencé à en parler un tout petit peu quand on avait fait des modèles de classif avec la régression logistique. On avait vu que l'erreur, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose. Okay, et donc, je vais essayer de rediscuter un petit peu ce point par la suite. Donc, autre point, donc avant de discuter cette histoire d'erreur et de distance entre ce que j'observe et ce que je prédis, juste un tout petit point que j'avais dit rapidement, qui est qu'on ne va pas trop regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, regarder ce qu'il y a dans la boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire interpréter le modèle. Donc, on n'interprète pas les sorties, on interprète le modèle et on essaie de comprendre ce qu'il y a. Donc, quand on avait un modèle linéaire, l'interprétation, dans un premier temps, elle allait de sens. Elle allait de sens en disant, j'ai un paramètre bêta, et je vous rappelle, quand vous avez un modèle linéaire, l'interprétation très simple qu'on a sur le paramètre bêta, c'est de dire, si jamais j'ai un bêta 1, x1i, ça veut dire que si x1 augmente de 1, dans ces cas-là, mon y va augmenter de bêta 1, toutes choses étant égales par ailleurs. Et dans le cours de modèle linéaire, je discutais un petit peu le fait que toutes choses étant égales par ailleurs, il est un peu complexe à intégrer parce que c'est pas vrai. Les choses sont jamais égales par ailleurs. Si jamais x1 est corrélé avec d'autres variables, j'ai toujours des petits soucis sur l'interprétation. Mais en tout cas, on a le modèle qui est le plus interprétable possible. J'en présenterai un autre qui sont les arbres. Les arbres sont les arbres de classification, les arbres de régression sont aussi interprétables. Okay, mais c'est les deux seuls modèles qu'on arrive
à interpréter, en tout cas essayer de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans les modèles linéaires, faut vraiment faire attention quand on fait l'interprétation. En particulier quand on est face à des problèmes de multicollinéarité, quand on a des variables explicatives qui sont corrélées, l'interprétation peut changer, par exemple, suivant l'échantillon. D'accord. Donc, si jamais j'avais un échantillon, on me dirait que x1 est la variable importante, alors qu'avec un autre échantillon, ce serait x2, si jamais x1 et x2 sont très, très, très corrélés. Okay. Donc, c'est vraiment ce problème de corrélation entre des variables, de multicollinéarité, de corrélation forte entre des variables explicatives. Mais le point important, c'est que les modèles linéaires sont quasiment les seuls qu'on sache bien interpréter. Donc, on va toujours quand même essayer de s'y ramener. D'accord. Donc, les arbres, on en parlera un petit peu plus tard, c'est aussi un des rares cas pour lesquels on sait interpréter, mais les arbres sont très peu robustes. Donc, en fait, les arbres sont intéressants, mais pas, on ne va jamais faire une prévision avec un arbre, en tout cas. J'ai repris un autre exemple, qui est l'exemple des classifieurs. Donc, un classifieur, c'est quoi? C'est dire que j'ai des individus qui vont être dans la classe 0 ou dans la classe 1. Ici, j'ai pris la classe bleue, la classe rouge. Okay. Ici, j'ai deux variables explicatives. D'accord. J'ai deux variables explicatives qui sont mes variables x1 et x2. Donc, j'ai mon x1 qui va se trouver quelque part par ici. J'ai mon x2 qui va se retrouver quelque part par là. Donc, si je construisais un modèle linéaire, j'aurais donc ce qu'on appelle une frontière de decision boundary, donc qui est la frontière de décision qui serait linéaire. Okay, donc, si jamais je fais un modèle linéaire, dans ces cas-là, ma séparation entre les deux va se faire de manière linéaire. Donc, on aurait peut-être quelque chose qui serait comme ça, d'accord, qui séparerait les deux. J'ai un problème sur mes capsules. Désolé, je vais juste corriger ça. Hop. Ouais, donc si j'ai genre une régression logistique ou une analyse discriminante de Fisher, on reviendra sur ces méthodes-là dans un instant, dans quelques capsules, j'aurai ce séparateur-là. Et donc, je dirais, donc je vous rappelle que quand j'ai un problème de classification, donc mon grand Y, c'est l'ensemble 0,1, donc c'est l'ensemble rouge-bleu, et je vais dire, si jamais je suis dans la partie supérieure, je vais plutôt prédire que je suis dans la catégorie rouge. Okay. Si jamais je suis dans la partie inférieure, dans ces cas, je vais plutôt dire je suis dans la partie bleue. Okay. Donc ça, ce serait mon séparateur linéaire, et donc, si je suis une régression logistique, je peux quelque part interpréter. Donc, on peut avoir une interprétation des coefficients. C'est un peu plus compliqué parce qu'on a cette transformation non linéaire, mais en gros, ça va être une variation sur la cote. Okay. Donc, si jamais je passe d'un x1 à x1 plus 1, dans ces cas-là, je vais avoir un petit effet multiplicatif sur la cote. Okay. Ce genre de choses. Je vous renvoie au cours sur la régression logistique. Mais de manière plus générale, je peux avoir une frontière qui est un peu exotique, comme celle qu'on a en bas. Donc ici, j'ai un modèle qui me renvoie une frontière qui ressemble à ça. Je peux me demander, est-ce que je suis capable d'interpréter ce modèle? Alors, j'ai fait une petite discussion, encore une fois, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, on peut en discuter plus longuement. C'est ce qui s'appelle la notion d'interprétabilité des modèles. Donc, on essaie d'expliquer ce que renvoie un modèle. Donc, il y a un premier concept qui est la notion d'interprétation par nature. C'est-à-dire que je peux comprendre ce qu'il y a dans la boîte. Et ça, je vous l'ai dit, le seul cas qu'on sait faire, c'est modèle linéaire et c'est les arbres. Voilà. Donc, ce sont les deux seuls modèles qu'on sait interpréter par nature, sinon on ne sait pas faire. Donc ensuite, on a deux interprétations. Le problème, c'est de dire, je vais au moins essayer d'interpréter localement. Donc la notion d'interprétation locale, elle est intéressante. C'est quelque chose qui se développe énormément. C'est des méthodes qu'on reverra en particulier sur les réseaux de neurones. C'est une des rares méthodes qu'on sache mettre en œuvre. Et donc, on est capable d'interpréter la sortie d'un réseau de neurones. Donc, quand vous faites un classifieur d'images et qu'il identifie des objets sur l'image, vous pourriez vous demander comment est-ce qu'il sait que... il y a eu des papiers récents, par exemple, sur les classifications des chiens et des loups. Comment est-ce qu'il sait que cet animal est un chien? Comment il sait que cet animal est un loup? Donc, je ne peux pas lui demander au modèle. Le modèle ne pourra pas m'expliquer. Le modèle ne comprend pas ce qu'est un chien, ne comprend pas ce qu'est un loup. Par contre, on peut regarder la sortie. On peut regarder une sortie, donc c'est une notion locale, où je vais regarder sur une prévision et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a prédit ça. Et donc, c'est des méthodes qu'on va appeler typiquement LIME, donc d'interprétation locale, okay, où on va essayer de trouver un modèle linéaire qui soit relativement proche de ma prévision. Donc, on a déjà vu ça, c'est genre des régressions locales pourrait être une bonne méthode. D'accord. Donc, on va regarder localement, par exemple, si je veux comprendre la prévision qui se cache ici. Donc, je pourrais regarder des notions de plan tangent. Okay, donc ça, c'est l'interprétation qu'on aurait quand on fait une régression locale. Okay. L'histoire du plan tangent, on voit arriver une notion de dérivée. Donc, on va voir arriver des notions de gradient quand on va faire des études de sortie. Donc, quand on aura une sortie d'image, en fait, on va regarder le gradient et ça nous permettra on va regarder des gradients et ça nous permettra de comprendre un petit peu ce qui se cache. Donc, on peut chercher un plan tangent et donc je vais interpréter le vecteur normal tout simplement comme étant
un paramètre de régression locale, quoi. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait en haut à droite parce que j'avais la frontière de manière très nette, mais de manière générale, je n'observe pas la frontière forcément. Okay, je peux éventuellement récupérer des choses locales au niveau de mes données. Okay, donc, par exemple, ici, j'ai fait une régression locale pondérée. D'accord? Et donc, ce qui me disait, c'était qu'en ce point-là, bah, mon vecteur normal était plutôt dirigé par ici, vers le bas. D'accord? Donc, ça me permet d'identifier une espèce de bêta locale. Et donc, à partir de là, localement, je suis capable de dire, bah, si jamais je suis dans ce voisinage-là en X1 et en X2, une petite variation en X1 ou une petite variation en X2, je pourrais l'interpréter. Okay, donc, cette notion d'interprétation locale, elle est intéressante et elle est de plus en plus populaire pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a dans ce modèle. Encore une fois, on va construire des modèles qui sont compliqués, on va comprendre l'algorithme pour le construire, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris ce qu'il faisait. Okay, quand je vais vous faire, par exemple, quand on fera du boosting, on fera des successions de modèles qui vont apprendre de leurs erreurs. On va construire 2000 modèles consécutifs. À la fin, je ne sais plus à quel point est-ce qu'une variable est importante ou pas. Donc, on aura quelques métriques qui vont apparaître. Quand on fera des random forest, on verra la notion de variable importance, donc qui nous dit à quel point est-ce qu'une variable est intervenue dans une classification, par exemple, dans un arbre de classification. Mais c'est relativement dur de comprendre un modèle complexe qui est construit à partir d'itérations successives. Okay, ou alors dans les réseaux de neurones de couches cachées. Donc, comprendre l'impact d'une variable sur ma prévision, c'est compliqué. Donc, la seule chose qui soit pertinente, c'est de regarder les sorties et les sorties que j'obtiens avec mon modèle versus celles que j'ai réellement observées et de voir si je peux dire des choses. L'autre possibilité, c'est de faire des interprétations globales, mais je ne vais pas en trop parler trop parce que ça veut juste dire qu'on approche par un modèle linéaire, mais ça, on a déjà fait, donc c'est pas forcément la bonne approche. L'approche la plus populaire étant celle plutôt locale. Et encore une fois, on en discutera plus tard. Donc, ce que je vous disais, c'était qu'on allait regarder la différence entre ce que prédit mon modèle et ce que j'observe. Donc ça va passer par ce qu'on appelle une fonction de perte ou une fonction de coût. Okay, donc, une fonction de coût, c'est une fonction qui est définie sur l'espace croisé de mes variables, de mon espace d'output, de mes y, donc de y croix y. Donc, c'est une fonction bivariée. Donc, je vais avoir un y et un y étoile. Okay, donc, ce que je demande, alors, je pense que le plus simple, c'est de voir une fonction de coût comme étant une espèce de distance. Okay, donc, ce serait la distance qui peut exister entre deux grandeurs. En fait, ce qu'il va y avoir par la suite, c'est la différence entre ce que j'observe, l'observation y et la prévision y chapeau. D'accord. Donc, comme une distance, on veut que ce soit positif. Okay, donc, je suppose que mon L de y étoile est positif. Et ce que je demande, c'est que si ma prévision est parfaite, j'ai 0. Voilà, donc, mon L de y doit être égal à 0. Donc, on retrouve des choses qui nous font penser un petit peu à des distances. La seule chose, c'est que j'impose pas, par exemple, d'inégalité triangulaire. Okay, l'inégalité triangulaire, elle est importante. Elle va nous imposer quelque chose qui va être lié à de la convexité sur cette fonction de perte, mais on n'en a pas forcément besoin. Okay, et en particulier, quand je vous ferai des méthodes par pénalisation, on verra, je peux introduire des fonctions de perte. Alors, je continuerai à dire distance parce que j'ai l'habitude d'utiliser des mots de distance sur les fonctions de perte, mais on aura des distances qui seront plus convexes, d'accord. En particulier quand je vous définirai une espèce de norme L0, d'accord. Mais en fait, c'est une fonction de perte. Une fonction de perte, je demande juste que ce soit positif et que ce soit nul quand on est sur la bonne prévision. D'accord, donc la fonction de perte, elle va être importante et je la discuterai dans une capsule très très bientôt. Donc, une fois que j'ai défini ma fonction de perte, je vais pouvoir lui associer un risque. D'accord. Donc, ce qu'on appelle le risque, c'est quoi? Donc, que je vais associer à un prédicteur. Donc, donc, mon prédicteur, c'est mon F chapeau. Donc, le risque d'un prédicteur F chapeau, c'est tout simplement l'espérance de L de Y F chapeau de X, c'est-à-dire l'espérance, donc la valeur moyenne que je m'attends à avoir entre une observation Y et F chapeau de X. Donc, on le voit tout de suite, ce risque, il est intéressant, mais il est inobservable. Il est inobservable essentiellement parce que je ne sais pas comment mesurer cette espérance. Je ne connais pas le modèle sous-jacent. Okay, donc, quand je vous disais au départ, je suppose que mon Y et mon X, ils ont une certaine distribution. En tout cas, ils sont sur une certaine mesure. Je ne la connais pas, cette mesure. Je ne sais pas comment Y est distribué conditionnellement à X, parce que si je le savais, je n'aurais pas besoin de construire de modèle. Donc, je suppose juste qu'il existe cet espace-là. Donc, je suppose que je peux calculer cette espérance. Mais encore une fois, je ne pourrais pas le faire. D'accord. Donc,
on obtient ici quelque chose donc, qui est qu'on peut interpréter dans un cas simple. Un cas très particulier que vous connaissez, c'est le cas du risque quadratique. Donc le risque quadratique, c'est celui que j'aurai quand je prends tout simplement la différence entre le carré de mes observations, entre y et y chapeau, entre y et y prime, c'est le carré de la différence. Okay. Donc ça, on introduit quelque chose qui est tout simplement le risque quadratique, le mean square error, qui est l'espérance entre la différence entre y moins f de x au carré. Okay. Donc ça, c'est mon R de f chapeau. D'accord. Mais donc c'est le R de f chapeau, mais ce qu'on voit, c'est que quand on a des données, on pourrait éventuellement s'approcher de cette quantité-là, parce qu'à partir du moment où j'ai deux données, je peux approcher cette espérance via une espèce de théorème central limite. D'accord. Donc c'est ce qu'on va introduire juste après, qui est cette notion de risque empirique. Donc le risque empirique, je le construis parce que je n'observe pas mes données. Par contre, je peux construire, donc ce que je note ici, un R chapeau d'un prédicteur, d'un modèle F chapeau, tout simplement en disant que mon espérance, je la remplace par 1 sur n, somme pour i égale 1 à n, de la grandeur que j'ai sur mes données. Okay. Et donc là, on arrive au MSE classique, le MSE, l'erreur quadratique moyenne, et non plus théorique, d'accord. Donc celle que j'obtiens réellement sur mes données, ça va être tout simplement le 1 sur n, la somme des yi moins f des xi au carré. Okay. Donc le MSE, le mean square error, c'est un exemple typique de fonction de risque empirique, okay, que je peux utiliser en espérant que ce soit le plus proche possible de mon risque sous-jacent. D'accord. Et ce qu'on va voir un petit peu, en particulier dans la prochaine capsule, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que malheureusement, rien ne me garantit que j'ai cette convergence de type un théorème central limite qui est caché ici. Et je reviendrai un petit peu sur ce point-là, mais je l'avais déjà évoqué un tout petit peu dans l'introduction, au cours. Donc, il doit être dans la capsule 2 ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, on a ce risque empirique, d'accord. Donc le risque empirique, il est construit sur un estimateur, d'accord. Donc sur une base de données, d'accord. Donc ici j'ai une base de données, d'accord. Donc c'était ce que j'avais noté, des rondes indice n. Mon déronde indice n, il va servir à deux choses ici. Il va servir tout d'abord à calculer mon prédicteur, donc à calculer mon f chapeau, à récupérer ma prévision, ok. Mais ensuite, quand j'ai récupéré ma prévision, il va aussi me servir à calculer mon MSE. D'accord. Donc mon MSE, il est calculé sur mon échantillon. D'accord. Donc les données servent à deux endroits. Et c'est là où on va avoir un souci. D'accord. C'est le fait que, par exemple, les données qui sont à l'intérieur, les observations qui sont là, n'ont pas de chance d'être indépendantes, puisqu'en fait, elles sont toutes construites à partir des mêmes données. D'accord. Donc si jamais j'ai une observation qui est très aberrante et qui a un impact, donc ce qu'on avait appelé dans le modèle linéaire un effet levier important, okay. Dans ces cas-là, il va avoir un impact sur toutes mes prévisions et sur toutes mes observations, et donc sur tous mes, pas sur les observations, sur les prévisions, et donc toutes mes fonctions, les L des f chapeau de x, y, vont être impactées par cette observation-là. Donc on voit qu'on a une espèce d'effet commun qui va avoir un effet de corrélation qui fait que mes objets qui se trouvent à l'intérieur sont potentiellement corrélés entre eux. D'accord. Ce qui peut poser un problème. Mais ce qu'on peut observer, donc par exemple, ici, je vous ai construit donc j'avais un ensemble de données, et je vous ai construit deux estimateurs qui vous donnent un MSE qui est rigoureusement égal à 0. Okay. Donc j'ai un MSE, donc, qui est tout simplement mon risque empirique associé à un estimateur qui est rigoureusement égal à 0 parce que j'ai réussi à construire un modèle parfait. D'accord. Alors, donc l'idée de minimiser un MSE, on voit, elle est intéressante, mais en fait, on se doute que c'est pas suffisant parce qu'il manque quelque chose quand même. Il manque quelque chose, c'est que ce que je veux, c'est pas minimiser mon MSE. Ce que j'aimerais bien, idéalement, c'est minimiser la fonction de perte. Okay. Sauf que je ne peux pas l'observer. Okay. Donc, il va falloir trouver une méthode, parce que minimiser le MSE, je peux toujours y arriver. En particulier quand on commence à élargir les classes de modèles. Donc, quand on faisait un modèle linéaire, ici, c'est un peu un coup de bol. Enfin, donc, j'ai généré les données pour que ce soit possible. Mais c'est un coup de bol, j'ai réussi à construire un modèle linéaire qui soit parfait. Mais en fait, si jamais vous avez n données, je peux vous trouver un polynôme de degré n qui passera par ces n points. Okay. Donc, c'est possible de construire des modèles parfaits, mais c'est pas ça qu'on veut. En tout cas, je veux pas un modèle parfait au sens de mon R chapeau, je veux un modèle parfait au sens de mon R, c'est-à-dire de manière plus générale. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion de généralisation, c'est le fait que je veux pas un modèle qui soit bon sur mes données, je veux un modèle qui soit bon si jamais j'avais d'autres données. Donc je voudrais qu'il soit bon en général si jamais j'étais capable d'avoir des nouvelles données.
Donc là, c'est la question qu'on peut se poser sur mon modèle. Entre le modèle rouge et le modèle bleu, lequel vous semblerait le plus pertinent si jamais vous avez besoin de faire une prévision? Okay. Donc, il va falloir discuter un petit peu ce point-là quand même, d'accord, de généralisation. Et c'est ce qu'on verra quand on parlera en particulier de validation croisée pour essayer d'approcher la valeur sous-jacente. Bon, j'ai une petite typo ici. Donc, c'est du R chapeau exposant IS. Donc, juste pour clarifier les notations, donc ce que j'appellerais ce que j'ai appelé jusqu'à présent le MSE, et de manière générale le R chapeau N, okay, je vais lui donner un autre petit nom, c'est que je vais l'appeler InSample. Donc c'est celui qui est construit sur mon échantillon. D'accord. Donc le InSample sera celui qui est construit, c'est le MSE qui est calculé sur les mêmes données que celles qui ont servi pour construire mon F chapeau. D'accord. Donc l'idée du R chapeau IS, c'est de se dire qu'en fait les données qui interviennent ici sont les mêmes que celles qui ont servi pour construire mon estimateur. Donc d'où la notion de InSample, je travaille sur mon échantillon. D'accord. Donc ce que je vous disais juste avant, c'était dire qu'on minimise le MSE, donc, ou de manière générale le risque InSample, ça marche pas. Ça marche pas, c'est ce que je racontais avec le slide précédent, et c'est ce qu'on va appeler une notion de surapprentissage. J'ai trop appris, j'ai construit un modèle trop bon, parce qu'il aura du mal à généraliser. Ce qu'on aimerait bien, c'est de se dire, j'aimerais bien qu'il soit bon out of sample. Donc, on va avoir une notion de out of sample qui va apparaître, qui sera une espèce de proxy de ce que devrait être mon vrai R, d'accord. Mais encore une fois, je ne peux pas l'observer. Donc, il va falloir peut-être se dire, idéalement, ça serait bien d'avoir d'autres données. D'accord. Donc, on va avoir une première manière d'avoir d'autres données, c'est tout simplement de partitionner la base et de se dire, je vais garder une partie de mes données pour construire un modèle, je vais garder l'autre portion de mes données pour pouvoir étudier la capacité de mon modèle à bien prédire. Okay. Donc, c'est ce qu'on verra un petit peu, c'est la notion de base d'entraînement. Donc, c'est de se dire, il me faut une base d'entraînement pour pouvoir construire mon modèle. Okay. Donc, cette notion de surapprentissage, elle est très importante. Elle était cachée dans ce qui s'appelait le principe de parcimonie dans les modèles de régression. Ça consistait à dire que construire un très bon modèle sur notre base de données, ça aura un coût, ça va nous construire un modèle compliqué. Et ce modèle compliqué, j'en veux pas. Moi, je disais juste parce que j'aime pas les modèles compliqués. Mais en fait, il y a une raison très profonde, c'est qu'un modèle compliqué, généralement, prédira relativement mal sur d'autres données. Okay. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter comme propriété dans toute cette partie du cours, c'est d'être bon, non pas sur nos données d'apprentissage, mais d'être bon sur d'autres données qu'on pourrait potentiellement avoir. Okay. Donc ici, je vous ai créé des modèles, alors des modèles qu'on est capable de faire compte tenu de ce qu'on a déjà vu dans le cours de modèle linéaire. J'ai fait deux modèles de régression. Le premier, c'est une régression polynomiale, c'est la partie du en haut, et l'autre, c'est une régression, pseudo-régression, mais c'est l'approche par cas plus proche voisin. Okay, donc ce que je dis, c'est que quand je veux faire une prévision pour un petit x, plutôt au voisinage d'un petit x, pour une variable y, je vais plutôt prendre, je vais me contenter des voisins, des observations des xi qui sont voisins de mon petit x, et que je vais prendre la moyenne des y associés. Okay. Donc ici, on a trois versions de modèles, donc on est vraiment dans le problème de boucle d'or et des trois ours. Il y a la version trop simple. Donc cette approche à gauche est trop simple, encore une fois, c'est le modèle linéaire. C'est celui avec un K qui. Donc ici, on a un degré qui est relativement faible. Ici, c'est que j'ai un voisinage qui est relativement grand. Okay. Dans le deuxième cas, j'ai quelque chose qui marche bien. D'accord. Donc j'ai un K qui est intermédiaire, peut-être de degré 2 ou 3. Ici, j'ai un K qui est relativement. Qui est moyen, on va dire. On va garder la terminologie de boucle d'or, donc les grands, moyens et petits. Et dans le dernier cas, j'ai le cas qui est au contraire un degré qui est très élevé. Et ici, au contraire, j'ai un voisinage qui est très faible. Okay, de mémoire, je prends même un voisinage de 1, donc ça veut dire que pour chaque observation, je regarde juste lui-même. Okay. Et l'autre, j'ai un polynôme de degré, je ne sais pas combien, il suffit de voir combien de fois ça oscille, pour avoir en tout cas une borne inf sur le degré. Donc on a trois modèles, et comme dans boucle d'or, on se doute que ce n'est pas celui de gauche, on se doute que ce n'est pas celui de droite, c'est sûrement quelque part celui qui est au milieu, quoi. Celui du milieu est potentiellement plus intéressant, parce qu'il varie moins, et donc j'ai un peu plus confiance quand je lui demande de me faire une prévision. Okay. Si jamais je prédis par ici je ne suis pas très bon. Ici, on est bon, mais on se dit que si jamais je vais trop à droite, par exemple, je suis trop volatile. Et ici, au contraire, au centre, on a l'impression qu'on est plutôt relativement bon. En tout cas, j'ai envie de faire confiance à cette prévision.
D'accord? Donc ça, c'est le modèle que je construis sur ma base d'entraînement. Okay, on va essayer de la tester. Je vais essayer de la tester comment? Tout simplement en prenant une autre base, qui sera cette base de validation. Okay, donc je vais supposer que j'ai une base d'entraînement et que j'ai une base de validation. Donc c'est facile. Enfin, c'est facile. J'ai qu'une base. La seule possibilité que j'ai, c'est de couper mes données en deux. D'accord? Donc je vais diviser aléatoirement, dans le sens où on va surtout éviter de prendre certaines observations, genre les observations du début pour prédire celles de la fin. Ça sera dans un cas très particulier, et j'aurai une capsule là-dessus, enfin une fin de capsule là-dessus, c'est quand on aura des séries chronologiques. Okay, donc quand on a des séries chronologiques, effectivement, on essaiera ce qui est important, c'est de bien prévoir l'avenir. Okay, mais de manière générale, quand on a des individus, on va plutôt tous les mélanger, de se dire qu'on va constituer une base de données avec certaines observations et on va essayer de prédire les autres données. Okay, donc je vais avoir une base d'entraînement et une base de validation. D'accord, donc j'ai j'ai un NT et un NV, donc une certaine proportion des données. Alors classiquement, on aura de l'ordre de 70% des données qui sont gardées pour estimer le modèle. Ce qu'on voudrait, c'est quand même avoir pas mal de données pour estimer un modèle de manière un peu robuste, et en garder un petit peu, donc peut-être 30% qui seront utiles pour tester si mon modèle est bon ou pas. On verra d'autres méthodes, c'est les méthodes de validation croisée qui sont une alternative. Mais dans un premier temps, je peux me dire, quitte à séparer ma base, je peux faire quelque chose comme 2 tiers, 1 tiers. Okay, donc je peux construire un modèle comment? Tout simplement comme on l'évoquait tantôt, c'est-à-dire je vais minimiser mon risque empirique. Okay, donc je vais chercher un estimateur dans une classe de modèles. Donc par exemple, parmi les estimateurs linéaires, je vais essayer de trouver celui qui minimise la somme des carrés des erreurs. Okay, donc ça, c'est ce qu'on faisait dans le cours de modèle linéaire. La seule chose, c'est que ce qu'on va dire ici, c'est que pour voir si ce modèle est bon et pour le discuter, je ne vais pas regarder sa pertinence sur mes données, je vais regarder sur d'autres données. Okay, donc ça avait été évoqué un tout petit peu à un endroit dans le cours de modèle linéaire, c'est quand on évoquait les notions de point influent et ce genre de choses, où on se disait qu'est-ce qui s'était passé si ce point n'était pas dans mes données. Okay, donc on avait commencé à évoquer dans ce qu'on appellera de la validation croisée les one-out. Donc on enlève une observation et on construit le modèle sur les n-1 observations qui restent. Là, on est un peu plus violent, on sépare 2 tiers, 1 tiers. Je fit les modèles sur les 2 tiers, je le valide sur le 1 tiers qui reste. Okay, donc comment je fais ça? Tout simplement en prenant les observations qui restent, c'est-à-dire les NV qui restaient, et je calcule mon risque empirique out of sample. Donc on est vraiment sur l'idée de faire du out of sample en sachant que cet estimateur a été obtenu en minimisant le in sample. Okay, donc ça, c'est l'approche générale qu'on va essayer d'utiliser pour savoir si un modèle est pertinent ou pas. Okay, on le construit sur des données, on le juge sur d'autres données. C'est la notion de généralisation. Il ne faut pas que mon modèle soit bon sur les données sur lesquelles je l'ai construit, il faut qu'il soit bon sur des nouvelles données. Donc je vais m'obliger à séparer les données en deux. Okay, donc c'est ce qui est fait ici. J'ai juste repris le cas de ma régression polynomiale, où en haut, vous avez les estimateurs construits sur l'échantillon de départ, puis j'ai des nouvelles données, qui sont les points bleu foncé qui sont en bas, et je peux mesurer la différence que j'ai, en tout cas, entre, donc sur la courbe rouge, je vais récupérer mes y chapeau, et les points qui sont au-dessus correspondent à des observations y. Okay, donc du out of sample. Donc, je vais mesurer la pertinence de mon modèle tout simplement en calculant, classiquement, si j'ai un modèle de régression, le MSE, non plus sur mes données de départ, ça m'a servi à construire le modèle. Pour le valider, il faut que je regarde le MSE out of sample sur ma base de validation. Okay, et on espère avoir un bon modèle sur la nouvelle base. Okay, l'idée de faire un modèle prédictif, c'est pas de pouvoir prévoir ce que vous avez déjà observé, c'est si vous avez des nouvelles données, qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Alors, je vous ai fait une petite simulation pour que vous voyez un peu le problème qu'on a. Donc ici, j'ai un jeu de données, donc c'est le jeu de données que j'avais auparavant, d'accord, donc qui est simulé avec une espèce de loi sinus, okay, et je fais des régressions polynomiales, d'accord. Donc je fais des régressions polynomiales de degré k, et je vais regarder comment évolue mon MSE. Donc de mémoire, c'est ce que je calcule, puisque je fais la somme de ce que prédit mon modèle. Donc mon YP, je vous rappelle, mon YP c'est mon prédict. Okay, donc je regarde la différence entre mon Y et mon YP, pas mon Y prédit. Okay, et je le prends au carré, donc je fais vraiment un MSE. Donc celui-là, c'est l'erreur quadratique moyenne sur la base de validation et l'erreur quadratique moyenne sur la base d'entraînement.
Okay, donc ici, en rouge, j'ai sur la base un out of sample, c'est-à-dire la base de validation. Okay, et en bas, j'ai le in sample qui est sur la base de test ou d'apprentissage. Okay, donc ce qu'on observe, c'est la chose suivante, c'est que donc, en abscisse, j'ai quoi? J'ai le degré de mon polynôme. Plus mon degré est important, meilleur est mon modèle sur ma base d'apprentissage. C'est la courbe bleue. Donc ce que ça vous dit, c'est déjà j'ai une chute entre le linéaire et le quadratique, et ensuite je continue à diminuer. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais donc ici j'ai 100 données, si jamais j'allais jusqu'à un polynôme de degré 100, normalement je devrais arriver sur 0. Donc en fait, cette courbe, elle va évoluer et elle va tendre vers 0. Okay, donc mon modèle est de plus en plus bon sur la base d'apprentissage, sur la base d'apprentissage. Mais encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre. Et l'autre, on observe la chose suivante. Donc j'étais un petit peu plus mauvais au tout début, j'étais un tout petit peu meilleur, mais c'est un coup de bol. Après, normalement, je suis moins bon. Et ensuite, on commence, donc on diminue, puis ensuite on augmente. Okay, donc ça, c'est ce qui était fait sur un échantillon. Alors en bas, je l'ai répété plusieurs milliers de fois pour essayer d'avoir un comportement moyen de mon MSE. Alors, manque de bol, j'ai inversé les couleurs. Mais ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que si jamais je compare les deux, donc sur ma base d'apprentissage, je passe mon temps à décroître. Donc sur la base de validation, enfin sur la base de test, pardon, sur la base de training, la base d'apprentissage, je suis forcément décroissant. Donc mon modèle est de plus en plus bon quand j'augmente mon degré, sauf que, et c'est là le point qui est important, si jamais je m'intéressais à ce qui se passe sur une base de test, on observe une fonction qui est plutôt concave, convexe. D'accord, donc je retrouve une fonction convexe qui a un minimum quelque part par ici, je pense. Okay, mais ce qui est important de noter, c'est que ça va décroître puis ça va augmenter. Okay, donc au début, mon modèle est meilleur, tout simplement parce que généralement les modèles linéaires, ça ne marche pas très bien. Donc j'ai quand même besoin de tenir compte de cette non-linéarité, mais au bout d'un moment, mon modèle se détériore. Okay, si jamais je prends un degré 15, dans ces cas-là, je vais avoir quelque chose de très erratique. Donc, ce qu'on interprétait comme un problème de biais-variance quand je vous parlais un petit peu des modèles de lissage en particulier. Donc là, j'ai une autre interprétation, c'est de dire, si jamais j'ai quelque chose de trop volatile, je vais surapprendre sur ma base d'apprentissage, dans le sens où je ne pourrai plus généraliser et je vais commettre des erreurs qui sont très importantes. Et en fait, au bout d'un moment, je serai même pire qu'un modèle linéaire. Je vais vraiment autant faire un modèle très très simple parce que je prédirai tout aussi bien. D'accord ? Donc le point important, c'est qu'il faut vraiment garder en tête que l'idée n'est pas de construire un bon modèle sur la base d'apprentissage, c'est de construire un bon modèle sur une autre base qui serait une base sur laquelle je peux tester mon modèle. Okay, donc on va vraiment séparer les deux et ça va être indispensable par la suite. D'accord ? Donc je vous l'ai fait ici sur plusieurs autres types de données, au type de modèles. D'accord ? Donc ici, j'ai fait une régression polynomiale comme on avait vu auparavant. J'ai fait des choses qui sont constantes par morceau. Okay, puis ici, j'ai fait des splines linéaires et on observe toujours à peu près le même comportement. Okay, ici, j'ai quelque chose qui va être en gros associé à ce que j'ai appelé de la complexité. Donc la complexité de mon modèle. D'accord ? Quand j'ai un modèle trop simple, dans ces cas-là, je suis généralement assez mauvais. D'accord ? Essentiellement parce que trop simple va me donner quelque chose soit de linéaire à gauche, soit de linéaire strictement à droite. Au milieu, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'on a quelque chose de constant. Okay, mais on voit que complexifier un peu le modèle, c'est bien, dans le sens où sur mes bases de tests, j'ai toujours l'impression que je décroît. Donc au début, je vais être décroissant, puis ensuite, je vais remonter. Je décroît et je remonte. Je décroît et je remonte. Et ce qu'il faut, c'est trouver le point un peu idéal ici qui se trouve. Donc si jamais je veux faire des splines, par exemple, on voit qu'il faut aller chercher peut-être, alors j'exagère peut-être un tout petit peu, mais peut-être que 5 ou 6 nœuds, ça devrait suffire. Okay, si jamais je mets trop de nœuds, on voit qu'on va récupérer des choses qui oscillent tout le temps et donc qui vont être assez mauvaises en prévision. D'accord ? On a même l'impression, alors ça c'est peut-être un souci, alors je vais juste discuter ici, mais ici on a l'impression que ça remonte. En fait, ça remonte parce que je n'ai pas des modèles imbriqués. D'accord ? Quand je vous disais que le polynôme, quand je vous disais qu'on était décroissant, c'est si jamais le modèle à l'étape K est inclus dans celui de l'étape juste avant, dans ces cas-là, je peux forcément que être meilleur. Okay. Ici, ce n'est pas le cas parce que mes splines sont définis à des niveaux de quantile. D'accord ? Donc, si jamais je décide de couper à la moitié, ce n'est pas pareil que couper à un tiers, deux tiers. Et après, ce sera un quart, la moitié, trois quarts. Donc, on voit que les modèles ne sont pas imbriqués. Donc, on peut avoir des petits biais comme ça qui viennent du fait que mes modèles ne sont pas imbriqués. Si jamais je l'avais fait tous les puissances de 2,
Okay, donc, si jamais je coupais en 2, puis après je coupais en 4, puis en 8, puis en 16, dans ces cas-là, je devrais être décroissant puisque j'ai un modèle qui est inclus dans l'autre. Donc mon MSE ne pourrait que décroître sur ma base d'apprentissage. Okay, donc ce qu'on observe, c'est que sur les bases d'apprentissage, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas là-dessus que je vais juger de la qualité de mon modèle. C'est très important la base d'apprentissage parce que ça permet de construire le modèle, mais il ne faut surtout pas regarder cette base d'apprentissage pour faire de la prévision. Okay, maintenant, si jamais j'essaie d'interpréter un petit peu ce qu'on essaie de calculer, donc je vous rappelle qu'on on essaie de calculer fondamentalement une erreur quadratique. D'accord. Donc ça, c'est mon erreur quadratique théorique. Okay. Je vous passe un petit peu les calculs. C'est des calculs assez classiques qu'on avait déjà fait, je pense, dans le cours de modèle linéaire qu'on retrouve un petit peu partout. En fait, on peut décomposer ça en 3 parties. On a une erreur fondamentale. Je commence par la fin, je suis désolé. C'est l'erreur de mon epsilon. C'est le fait que mon y, c'est du f de x plus un certain bruit. D'accord. Je ne l'ai pas évoqué dans mes tout premiers slides parce que c'est un point qui embrouille un petit peu plus qu'autre chose pour présenter ce que c'est qu'un modèle et son estimateur. Mais disons que de manière générale, mon modèle f, il n'est jamais parfait. Il y a toujours un petit terme d'erreur en plus. Okay. Donc il y a cette variance qui est incompressible qui vient du fait que il y a toujours une partie que je ne peux pas expliquer avec mes données. Je l'interpréterai comme ça. Okay. Donc il y a cette partie incompressible qui est cette variance de mon epsilon qu'on va essayer quand même de quantifier. Okay. Idéalement pour savoir jusqu'où est-ce que je peux descendre sur mon MSE empirique. D'accord. Je sais que je ne pourrais pas atteindre 0 parce que j'ai toujours quelque chose de fondamental qui va rester. J'ai un biais, donc le biais au carré, et j'ai la variance. Okay. Donc sur le MSE, je vais décomposer ça en 3 parties. La variance de mon estimateur, le biais au carré de mon estimateur. Donc on voit réapparaître un trade-off entre un biais et une variance, okay, et un risque fondamental. Donc tout ça, ça peut se discuter. Hein, c'est vraiment ce compromis entre le biais et la variance. Donc on veut un modèle qui ait une variance faible et un biais faible. Et ça, je vous renvoie au cours de modèles linéaires. Généralement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand on joue, par exemple, sur les degrés d'un polynôme, si vous voulez réduire votre biais, vous augmentez votre variance. Donc c'est ça notre histoire de trade-off. Le trade-off, il est caché ici. Okay, je ne veux pas un modèle qui soit trop flexible ou trop peu flexible. On est vraiment dans ce problème de boucle d'or. Je veux être entre les deux. Donc c'est grâce à cette notion de convexité de la fonction de perte qu'on aura quasiment tout le temps quand on est sur des erreurs de généralisation. Et ça, je peux le généraliser. Donc je vous l'ai juste fait dans un cadre un peu plus général, mais c'est la même formule. Okay, est-ce que je suis capable de mesurer mon erreur quadratique théorique d'un estimateur que j'ai construit à partir de données? Ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, je peux toujours le séparer en deux. Donc je vais récupérer mon biais, je vais récupérer ma variance et je vais récupérer l'erreur fondamentale. C'est dans l'autre sens. Le biais au carré. Donc ici, j'ai mon biais que j'élève au carré. Le terme du bas, c'est une variance. Donc c'est la variance que j'ai sur mon estimateur. Et le terme juste à côté, c'est l'erreur fondamentale. Et on voit apparaître ici un objet qui est le modèle théorique. Okay. Donc ça, je le rediscuterai quand je vous présenterai le risque de Bayes juste après. Cette grandeur-là va être très, très, très importante quand on fera des modèles linéaires. Ça serait le modèle parfait qu'on essaierait de construire, en fait. Quand on fait une erreur quadratique, le modèle parfait, le F, ce sera... Alors, encore une fois, je vais le formaliser un petit peu plus proprement, mais c'est cette espérance, puisqu'encore une fois, l'espérance, c'est ce qui minimise l'erreur quadratique de manière théorique. Okay. Donc, je vous ai fait une espèce de panorama de ce qu'on va voir dans cette partie. Encore une fois, je vais continuer pendant quelques capsules à vous discuter des différents objets qu'on va essayer de calculer. Donc, dans cette première capsule, j'ai essayé déjà de vous introduire une notion de risque et le fait qu'on va devoir distinguer entre des données qui m'ont permis d'apprendre et des données qui me permettraient de valider le modèle. D'accord. Donc, on va rediscuter dans les 2 prochaines capsules de 3 points. Le premier, ça sera la fonction de perte. Okay. Là, je vous parle tout le temps du risque quadratique, mais je vais présenter un petit peu les autres. Je reviendrai sur l'aspect de in sample, out of sample. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? La réponse est oui, c'est les notions de validation croisée. Et dans un troisième temps, je parlerai de cette grandeur qui apparaît en fait, cette espérance de Y sachant X, qui est une espèce de modèle parfait. Donc on verra, c'est la notion de risque enfin plutôt l'estimateur naïf de Bayes, donc le Bayes naive predictor ou quelque chose comme ça, classifier quand on fera des classifs, qui va apparaître.
Ok. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces différents points que j'ai juste introduits ici dans les 3 prochaines capsules. Et ensuite, on verra différentes méthodes pour construire soit des classifieurs, soit des régressions, une fois qu'on aura abordé les principes un peu généraux. Ok. Donc, je vous laisse là et puis à très bientôt.